Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine. Celui sur la semaine numéro 27, qui s'est étalé du 29 juin au 5 juillet. Ça fait encore une fois donc un petit moment que ça s'est écoulé dans la vraie vie. Puisque comme vous l'avez appris si vous avez suivi l'épisode précédent, je suis parti au Pérou en ce début du mois d'août. C'était très cool, c'était très dépaysant, c'était un très beau voyage. Et c'était magnifique, on a eu de la chance de fou au niveau de la météo, on a pu profiter de nos grosses sorties au Machu Picchu et à la montagne arc-en-ciel, alors que le jour en rentrée, c'était respectivement sous le brouillard et sous la tempête de neige. Donc on est plutôt bien tombé sous un ciel bleu. Lima, c'était pas super fun, mais le reste, qu'est-ce que c'était bien. Là, je suis un peu cuit, parce qu'on est rentré hier soir à 23 h. Et après 24 heures d'aéroport et d'avion, je suis un peu cuit. Mais normalement, je peux enregistrer tranquillement mon petit épisode qui sort donc mercredi. Parce qu'on est toujours en rythme de rattrapage, avec un épisode tous les 3 jours, globalement, c'est ça le rythme actuel. On a le 27 que j'enregistre là, qui sort donc mercredi. Et en cours de préparation, on a aussi le 28, le 29, le 30 et le 31 en retard. Et sur août, hormis les films que j'ai vus dans l'avion à l'aller et au retour, pour l'instant on n'a pas grand chose, donc ça va être un peu plus léger. Là on en a encore 5 à sprinter un peu pour rattraper, 2 qui seront légers, et après normalement j'espère qu'on reprend le rythme normal pour la semaine prochaine. Bref, dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai lu le volume 7 de JoJo's Bizarre Adventure Partie 9, The Jojo Lands. Jojo Lands. Il s'agit donc des volumes les plus compliqués à traiter aussi longtemps après, parce que de base, il fait partie de ceux que j'ai un peu le moins aimé et que j'ai trouvé un peu vide. Donc revenir sur ce que j'ai pensé de ma lecture quasiment 2 mois après, ça va être compliqué. Mais de toute façon, on a l'habitude, on est sur des mini-avis de 3-4 minutes, histoire de justifier un peu le fait de lire ou de regarder autant de trucs. Et ouais, ça me revient, pourquoi j'avais trouvé le volume assez bas, dira-t-on. On a notre équipe qui est séparée, on a Paco et Usagi qui sont en train d'essayer de sauver Meryl May, donc littéralement leur chef de gang. Les deux sont remplis d'émotions, donc on nous présente un peu leur lien et l'importance qu'a Meryl pour eux, ce qui est important, parce que pour l'instant, c'était juste un peu une chef au-dessus d'eux. Ouais, j'ai ramené ça du Pérou aussi, ouais. Sans qu'il y ait plus de liens. Là, le fait qu'elle ait autant d'importance pour eux et qu'ils soient chamboulés, un peu penauds, mais en même temps encore plus motivés, ça marche bien. Ils sont assez touchants comme ça. Mon problème, c'est dans le combat en lui-même. Ils sont face à un gros mec balèze, qui est pompier si je ne m'abuse, qui peut faire gonfler les zones qu'il touche pour les faire imploser de l'intérieur. Et le combat en lui-même, ça raconte pas grand-chose. Parce que cet ennemi-là est assez vide, qu'il se fait fracasser vraiment plusieurs fois d'affilée, ce qui est un petit peu redondant.
et nécessite finalement assez peu d'efforts ou de logique, juste de sacrifier quelques doigts au passage en comptant sur une réparation postérieure. C'est un petit peu léger. Par contre, le personnage féminin qui est présent dans le QG fonctionne beaucoup mieux parce qu'il discute, parce qu'il raconte des choses, parce qu'elle, j'utilisais il pour le personnage, mais bon, on va dire elle, ce serait plus pratique, prend des informations, les récupère pour les partager un peu égoïstement entre elle et sa copine, qui est celle actuellement proche physiquement de Howler. Et ça marche bien d'avoir un personnage plus complexe, qui fonctionne un peu plus tout seul, un peu plus dans la faux et moins dans le combat. Peut-être parce que je suis en fait pas un grand fan des combats de Jojo, ce qui est assez étrange à dire, mais qui paraît être le cas. Voilà. Et du côté du bateau, bah Howler et la petite dame se rendent compte qu'ils sont donc collés à leurs adversaires et à la roche, et il n'y a pas beaucoup plus de changements. Il y a le prémisse d'une attaque, il y a Howler qui est sacrément seul parce que le seul lien qu'il a, c'est lié à l'argent et pas à l'humanité. Mais voilà, ça en fait un volume très léger. Puisque c'est séparé en deux, les deux n'avancent qu'un petit peu et c'est pas suffisant. C'est moyen sur les héros, rien du côté de Jojo et Dragona et donc de Charming Man. Et un peu d'émotion pertinente au début avec Paco et Uzagi. C'est très sympa sur les deux filles, dont je n'ai plus tous les noms, mais sur leur lien et sur leur travail sur l'info. Très sympa sur Howler qui continue à être tout seul, mais en même temps, bah, à avoir l'habitude apparemment. Mais pour le tome en lui-même, bah, ça fait léger. Et pour l'instant, bah, pour moi, la partie est pas non plus extrêmement brillante. C'est ensuite, j'ai lu le volume 13 de Space Brothers, et c'était encore une fois, c'est dingue qu'il y en ait autant d'affilée, un excellent moment. Le sujet principal est indiqué sur la couverture, avec donc Muta et Daniel Young, qu'on avait découvert plus tôt, qui est en fait instructeur de pilotage d'avion, et Muta est donc son tout dernier relève, et c'est vraiment excellent. J'aime beaucoup à quel point Muta est obligé d'apprendre à la dure. Il a des défis à la con directement, conduire en aveugle, passer entre ses camarades qui apprennent, et plein de trucs stupides comme ça. Et surtout, le cerveau pris par le fait de discuter et de raconter des blagues absolument non-stop. C'est l'apprentissage à la dure pour avoir un niveau de fou, ce qui fait donc une énorme montagne à passer, et après c'est tout tranquille et t'es extrêmement fort, ça marche très bien. Et surtout, ben, le personnage n'est pas que foufou sur l'apprentissage. Il respecte à fond les avions, ce qu'ils apportent, et ce qu'on peut rêver avec. Et surtout, il respecte extrêmement les morts en vol. Et ben, ça le rend très touchant, et sa relation très importante. Et c'est pertinent hein, de devoir devenir l'as des as comme ça, pour pouvoir contrôler son temps comme on veut, et aller toujours plus loin. Voilà, et donc cette petite intrigue se termine par sa retraite. Un dernier vol tout seul, et un dernier hommage. Ça marche trop bien. Et donc, Muta est officiellement astronaute, bravo, c'est enfin réussi. Et obtient sa photo dans le couloir, à côté de son frère, comme on l'avait teasé il y a quelques volumes. Ça fait trop plaisir de voir que ça avance de ce côté-là. Le reste du volume, qui n'est pas très rempli, n'est pas très large, dira-t-on plutôt,
est remplie par Sharon, et donc qui a appris sa maladie récemment. Le fait qu'elle pense que ça va être un piece of cake, comme elle dit, et comme elle a déjà appris plusieurs fois à ses 2 enfants préférés. C'est mignon, c'est touchant, et il va falloir l'espérer. D'autant plus que les 2 jeunes ont un plan, chacun de leur côté, pour leur faire plaisir et la soutenir. Et les 2 pensent exactement pareil, en lui offrant un clavier souple. Elle est fan de piano, elle contrôle moins ses doigts, un synthétiseur souple, les 2 en même temps. C'est le genre de parallèle et de truc évident qui marche trop bien dans ce manga-là. Et derrière, on nous tease un petit sujet sur l'ISS. On y reviendra. Non, c'est pas ça. On propose une place pour Muta sur l'ISS. C'est l'espace, c'est pas là où il veut. Ça éloigne de son plan parce que c'est pas le même programme. Il y a un sujet. Mais en attendant, excellent volume. La relation avec Daniel, son personnage en général, avec la fin de la transmission, avec le respect des avions et des morts, avec des cours de folie. Et évidemment, toujours très touchant, Sharon, ça touche la maladie, c'est leur figure maternelle principale. Ils sont trop touchants avec elle. Ça marche trop bien, évidemment. Encore un volume de fou. S. Ensuite, j'ai lu le volume 5 de Clow. La BD qu'on a repris récemment et qu'on va avancer petit à petit quand on n'a pas de nouveaux mangas à se mettre sous la dent. Parce que sinon, sur les jours de lecture, c'est nouveau manga et Space Brothers. S'il n'y a pas de nouveau manga, c'est Space Brothers et Clow. On est plutôt sur un grand changement de rythme, d'ambiance et d'évolution pour ce 5e volume. On a beaucoup de nouveaux personnages. On a beaucoup d'introductions de personnages, de lieux, d'anciens personnages, d'équipes entre eux, de dissensions entre eux. On a de l'enquête, on a du mystère, et on a tout ça d'un coup en trop grande quantité, point d'interrogation, parce que sur un seul volume, euh, waouh, c'est beaucoup. Il y a un élément que j'ai adoré dans ce volume-là. On retrouve Ange, donc le personnage principal, beaucoup plus mature qu'on ne l'avait quitté. Et putain, ça fait plaisir. On n'a pas vu son évolution. Il est passé de petit effronté, pas très agréable à suivre, à homme mature. C'est un peu dommage. Mais ça fait plaisir de le voir mature, dans un plan de fuite, où il est à Paris, il est commercial, il utilise plus Clow, il est sympa avec ses voisins, il partage ses pouvoirs, il a grandi, il prend un peu le rôle de chef de la zone et de mentor pour la personne avec qui il partage le pouvoir. Et ça marche très bien. On le voit mener une enquête au cirque où il essaye de cacher ses pouvoirs mais d'être embauché quand même pour pouvoir enquêter sur les membres et retrouver un voleur mystère dans Paris, qui donc serait un Dizzy comme lui. On suit 2 Dizzy qui sont autonomes et en Afrique du Sud, le chien et le bœuf. Il y a des bagarres entre eux et des vols de pouvoir, mais t'es en mode, bah je les connais pas ces gars, ça les introduit d'accord, mais c'est beaucoup comme introduction pour les personnages qui sont nouveaux. On a, encore une fois, ça me paraît bizarre, j'ai écrit contre le Foot Tracker, mais j'ai pas souvenir de son apparition là. Bref, il y a encore un combat, je pense encore contre un ennemi qu'on a déjà vu plein de fois et donc on n'en peut plus, qui est ok. Et je sais pas comment c'est possible. Le volume est bordélique, hein. Ça nous présente 1000 Dizzy d'un coup, le nouveau ange, un truc à part en Afrique du Sud, une enquête, des mystères sur les personnages et sur leur rôle. Ça ne conclut à rien du tout, puisque pour l'instant, c'est juste de la mise en place et de l'introduction. Il n'y a rien qui est conclu, rien qui a vraiment avancé.
mais en même temps, bah, c'est plus agréable à lire. Notamment, je vais me répéter, mais parce que le personnage principal est posé et a du sens, ça marche bien. Il est toujours pas moteur, ça, par contre, ça ne bouge pas, hein, c'est les autres autour qui bougent et qui l'embarquent de son sillon, mais il est plus agréable à suivre. Ah! Ensuite, j'ai lu le volume 14 de Space Browsers, et celui-ci n'est pas exceptionnel, ça fait bizarre, c'est clairement bon quand même, hein, mais ce n'est pas waouh comme il y en a eu beaucoup récemment. Et en même temps, ben, c'est très chargé. On a 4 gros sujets différents qui sont tous plus ou moins intéressants. Le premier, ça touche Ibito, qu'on n'avait pas eu depuis son retour sur de la Lune. Et celui-ci est bien silencieux sur ses problèmes, parce qu'il a des crises de panique maintenant à cause de l'accident qu'il a eu. Mais il n'en parle pas parce que c'est un personnage qui est censé être moteur, énergique et positif. Et il part donc suivre un entraînement en Russie de son côté pour essayer de réparer ça sans déranger personne. Ça colle bien au personnage, c'est un bon premier pas pour son retour, ça marche bien. On a un mini sujet sur Sharon apparemment qui... J'écris Sharon le voit, donc elle voit Ibito je suppose, et perd ses mains. Donc ça c'est aller très vite là-dessus, hein, le fait qu'elle perde sa mobilité. Et ça aussi c'est un sujet d'évolution à long terme. On suit principalement Muta, hein, et son entraînement, et son évolution, et c'est lui qui aura les deux sujets suivants. Mais en même temps, de côté, on va suivre Ibito qui essaye de gérer les problèmes dans son coin, et Sharon qui va subir les problèmes dans son coin. Et ça marche très bien, c'est super humain. Et donc pour notre petit Muta, évidemment il refuse l'ISS parce que ce n'est pas du tout son objectif et essaye de caler la personne dont il est amoureux et qui rêve de l'ISS, ça paraît plutôt logique. On a un retour aux sources plutôt rigolo pour lui, puisqu'en attendant, il va être mis avec les ingénieurs qui bossent sur les véhicules lunaires. Donc il est littéralement de retour sur des voitures, là où il était au tout début du manga. Ça marche bien. Et en même temps, il kiffe plus parce que c'est lié à des objectifs, à des rêves, à ses connaissances, et ça marche beaucoup mieux. Et surtout, bah, en 14 volumes, les choses ont bien changé. Il peut appeler l'ancien chef dans lequel il a mis un coup de tête et être bien vu, obtenir un partenariat, accéder à son ancien projet, accéder aux données de la JAXA. Parce que en alliant son côté japonais, son côté automobile, son côté connaisseur de la Lune, il a une super idée pour améliorer les véhicules lunaires, et c'est très malin. Afficher le GPS sur un pare-brise qui est léger, qui n'est pas cher à créer et à envoyer sur la Lune, c'est super malin. Ça évitera que son frère retombe dans un trou, par exemple. Et j'aime bien, comme toutes les pièces s'emboîtent. Littéralement, son point de départ, son point actuel, ses rêves et l'espérance de son frère perdent tout ensemble, ça colle bien. Ça fait toujours un peu gros tout ce que Muta arrive à faire qui n'a pas été pensé avant alors qu'il est encore en phase de formation, mais c'est les éléments qu'il apporte à sa vie qui collent. On voit pas les autres personnages, mais ça fonctionne de la même façon. Et le volume se termine sur un truc un peu plus léger. Muta pilote tout seul pour essayer de draguer à la fois Butler et prouver à la fois son rêve, sa conviction et le fait qu'il est pris pour une grosse mission. Et draguer Serika, là juste par amour. Évidemment, il y en a un qui marche et un qui est mal interprété, c'est rigolo. Et surtout, bah, ça augmente un peu le personnage de Jason Butler, qui est celui qui choisit qui part en mission, en se basant sur ses rêves à lui, sur son ancien pote, sur les crises de peur qu'il a pu connaître
par rapport à son ancien pote, grâce à une figure de pilotage qu'il avait envie de faire depuis bien longtemps. C'est bien mignon, ça marche bien. Il n'y a pas de grands coups d'éclat, mais tout est bonne vibe, tout est logique et bien emboîté, tout est bien teasé pour la suite et les autres personnages. Je pense que ce qui perd un peu de points, c'est la facilité avec laquelle Muta pense à tout, et le fait qu'il manque un petit coup d'éclat. Mais Space Brothers, même sur ses volumes plus faibles, est très bon, et on est donc sur un A. Ensuite, j'ai terminé Yoshi and the Mysterious Book le 1er juillet, et je n'ai quasiment, putain de merde, joué à rien depuis, donc ça fait un petit moment. Il m'a fallu 35 heures pour faire le jeu à 100%, jeu qui est jouable par absolument tout le monde, puisque celui-ci ne contient pas de game over, pas de danger. Yoshi ne peut littéralement même pas prendre de dégâts. Parce qu'ils ont pris la recette de base des jeux Yoshi, qui est un peu similaire depuis les premiers Yoshi Thailand, jusqu'à Crafted World, hein, c'est à peu près ressemblant. Jeu plateforme tranquille dans l'esthétique et l'univers, parfois un chouï dur sur plateforme ou sur les ennemis, où tu peux planer avec les pieds, créer des œufs et les lancer, principalement les mécaniques principales, dira-t-on. Là, on retrouve ces éléments-là, mais le but, c'est d'avoir un niveau dédié à chaque ennemi, et plein d'entrées de journal sur cet ennemi à trouver. Par exemple, en le goûtant, en faisant dessus, en les rassemblant, en lui donnant une pomme, en les lançant quelque part, en les multipliant. Plein de petits éléments dans tous les sens qui te forcent à explorer les niveaux et à tenter de nouvelles choses dans le niveau en lui-même ou avec l'ennemi, et ça marche pas mal. Il est sympa pour ça, justement, parce qu'il y a plein d'idées, déjà, qu'elles sont quand même plutôt malines, la plupart du temps. Ça pousse vraiment la curiosité et la fouille, qui sont des éléments que j'aime pas mal dans les jeux. Et surtout, ben, les idées autour des monstres et des niveaux sont bien différentes tout du long, ce qui ne crée pas de lassitude. Sur 35 heures d'études de monstres, c'est plutôt raisonnable. Mais il y a pas mal d'éléments qui me questionnent ou me laissent de côté. Tout d'abord, les 3 ou 4, je dirais, niveaux musicaux. C'est absolument impossible pour moi. J'ai pas le sens du rythme, je comprends rien à la musique, parce que c'est des éléments qui m'ont intéressé très tard dans ma vie et que j'ai jamais appris. Donc j'ai pas du tout les curiosités pour le faire. Et même en demandant les indices au livre pour savoir quoi faire, je n'y arrivais pas. Et même en regardant des solutions, c'était parfois un peu compliqué pour moi de suivre correctement dans les niveaux musicaux. Là, j'ai passé des moments terribles. Trouver tous les secrets, c'était un enfer aussi. C'était plutôt rare, les niveaux où je pensais à absolument toutes les possibilités, ce qui est pas mal pour élever le niveau de curiosité encore plus loin, mais c'est souvent qu'il y en avait une petite poignée qui était juste bizarre, genre contre-intuitif ou caché de fou, ou pas très bien pensé, et donc ben devoir forcer quasiment à chaque fois un petit coup d'œil vers une solution parce que les indices sont pas clairs ou que c'est des trucs qui marchent que sous un angle précis, c'est un peu embêtant. Je n'aime pas ce principe d'avoir créé genre 10 chapitres, je crois, mais de mettre la fin du jeu et les crédits après le chapitre 6. Quel est l'intérêt? Pourquoi vouloir autant sprinter les crédits fins pour dire ah c'est bon j'ai terminé le jeu? C'est vraiment bizarre.
Alors, pour des jeux à histoire, tu fasses que l'histoire, t'ignores pas mal de trucs annexes, pourquoi pas? Là, c'est littéralement un jeu d'exploration et de curiosité. Mettre une fin au milieu, en mode bon, c'est bon, t'as assez cherché, c'est trop bizarre. Ça colle même pas avec l'idée de base du jeu, je comprends pas. J'ai pas grandement apprécié les 2 chapitres post-game, parce qu'ils sont plus répétitifs et moins bien trouvés. En rassemblant plein de monstres pour les comparer par taille, c'est pas intéressant, par vitesse ou plein de trucs comme ça. Ou alors c'est des petits défis tout simples qui utilisent des éléments déjà vus plus tôt. C'est pas nécessaire, c'est beaucoup de choses qu'on avait déjà croisées plus tôt et qui n'apportent pas grand chose de plus pour le coup. Et surtout, ben, dans un jeu à curiosité, moi ça me va, parce que j'aime bien le faire, je l'aurais fait de base sans récompense spécialement, mais là, la recherche de fleurs, qui est le collectible de base des jeux Yoshi, ça ne sert à rien. C'est juste pour ajouter des éléments illisibles et pas très utiles en plus dans l'affichage utilisateur. Genre le nombre de pommes que t'as mangé, ta hauteur ou ton déplacement horizontal, un détecteur de pommes, plein de trucs comme ça. Bah, c'est pas nécessaire, ça va juste remplir l'écran. Voilà, donc beaucoup de points faibles. Ça reste du côté bon pour moi, parce que ça tape sur des éléments qui m'intéressent. La curiosité, la recherche, la fouille. Mais en même temps, bah, je comprends que ce soit pas fait pour tout le monde. Ça doit être agréable à parcourir facilement pour un enfant, mais en même temps, bah, il y a des gros points faibles. Des bonus inutiles, des post-game très nuls, une fausse fin au milieu du jeu. C'est mitigé. Pour moi, c'est un A, mais c'est mitigé. Ensuite, j'ai vu Supergirl, et je viens de me rendre compte que mon brain est en train de pas brainer, parce que j'avais écrit des chiffres là-haut depuis tout à l'heure. Parce que dans mon fichier, les notes sont chiffrées, pour que ce soit plus facile de faire une moyenne, mais pour vous, c'est quand même plus joli avec des lettres. Hein. Bref, andouille. J'ai eu Supergirl, parce que j'avais beaucoup aimé, moi, le Superman de James Gunn de l'année dernière, que j'étais intrigué par ce que ce nouvel univers d'ici pouvait apporter. Et bah, c'était la sortie de la semaine, ça m'intéressait, j'ai pas grand chose à rattraper. Et comme j'étais dans un rythme de une semaine, un film, bah c'est tombé sur lui. Et malheureusement, le film est super vide et commun. J'en ai pas grand chose à faire. L'univers du film est ok. Les aliens sont plutôt nombreux et plutôt cool à voir. Les technologies sont plutôt nombreuses et plutôt cool à voir. Les planètes, hormis un bidonville et une planète rocheuse, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et c'est dommage bah, pour un film galactique qui voyage autant de planètes en planète. Mais mon problème, c'est surtout les personnages. Il y en a 4 principaux, et je n'en aime aucun, à aucun moment. Tout d'abord, Kara, Supergirl, je l'aime pas du tout. Elle est bourrée tout le temps, elle adore ça, elle est fan de chiens, et c'est sa motivation. Et elle est perdue, hein, elle est juste seule et bourrée. C'est pas intéressant, elle boit, elle boit, elle boit, elle est seule, ça service vicieux, elle aime pas, et elle fait que ça. Et je sais pas, l'alcool c'est pas un sujet qui me parle du tout, alors j'ai pas aimé du tout, parce que, ben, elle veut juste sauver son chien, elle tombe sur quelqu'un au hasard, elle l'aide un peu par hasard, et hop, ouais, c'est cool, c'est bon, c'est devenu une héroïne. Non, il manque genre un développement. Ce quelqu'un qu'elle rencontre et qu'elle aide, c'est Ruti, qui elle est en mode vengeance, 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 et c'est pas bien. Déjà, comment sa famille meurt, c'est bien de la merde. Hein, juste son frère qui fait une mauvaise blague et qui fait ça à un mauvais moment, hop, il meurt. Et après, tout le monde meurt. Et après, elle doit venger sa famille et porter l'héritage de leurs armes. Et du coup, bah, c'est tout ce qu'elle raconte.
Juste, bah, la vengeance. C'est lié à Kara qui lui dit se venger c'est pas bien, et qui se venge à sa place. C'est pas intéressant et c'est limité de fou. On a Lobo, qui est donc joué par Jason Momoa, qui est censé être un mec immortel, si je ne m'abuse. Il est là, il sert à rien, et c'est tout. C'est même pas genre sa thématique m'intéresse pas ou est maltraitée comme avec Kara Uruti, hein. Il est juste là, c'est Lobo. Yes! Trop content de voir Lobo. J'adore là le moment où il, il fait de la moto là. Et après on a Crème, donc le méchant. Il est juste méchant. Il vole des enfants, femelles, et il les garde. Il tue des gens, juste parce qu'ils font beuh. Il est méchant. Le film est pas ennuyant, hein, j'ai pas vu le temps passer, mais il sert à rien dans lui-même, il sert à rien pour les personnages. Peut-être il est important ou utile euh, dans le nouvel univers d'ici. Eh ben non, parce qu'on nous ajoute un gang de Kryptoniens qui était à part, qui a essayé de survivre, qui est mort aussi, et mais qui a fait de Kara une princesse enfermée et bien seule. Et ben justement, elle fait après aucun effort pour s'intégrer. Et c'est pour ça bah, qu'elle est pas pote avec son cousin, et qu'elle est pas sur Terre, et qu'elle est toute seule, et qu'elle boit. Et à la fin du film, bah, elle est un peu plus héroïque. Pour aucune raison. C'est non, hein. Et c'est dommage d'avoir ça dès le film 2 de cet univers. Heureusement, le prochain, Clayface, fait envie de fou. Faut arrêter les univers partagés, juste faire des films de super-héros quand on a des choses à dire et quand on a envie. Clayface, ça peut être le cas. À aucun moment, ça peut être important pour l'univers. Il va juste falloir espérer que ce soit personnel et pertinent. C'est... Ensuite, j'ai lu le volume 6 de Clow. On continue cet énorme bordel qui a commencé avec le volume précédent, en ajoutant beaucoup de personnages, en ajoutant tous les autres Dizzy d'un coup, en ajoutant les 12 anciens Dizzy également. C'est bordélique de fou. On a le bœuf qui a été teasé donc en Afrique du Sud dans le volume précédent, qui tue le père de Ange pour essayer de le ramener. Et justement, il y a une attaque lors de l'enterrement de son père, mais le plan de Buff ne se passe pas comme prévu, puisqu'ils se font capturer par les 12 anciens qui décident d'arrêter de se cacher, d'entrer en guerre. On découvre même au sein de leur groupe qu'il y a différentes alliances mystérieuses, différents points de vie et que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est très bordélique. Et d'autant plus qu'entre ces deux-là, on a la découverte de l'équipe de Ange, parce que celui-ci, en plus d'être devenu mature, s'est créé une petite équipe qu'on découvre que dans ce volume-là, et qui sont pour l'instant pas... Ils sont oubliables. On a leur nom, on a leur Dizzy aussi je crois, et c'est tout. Il ajoute à son groupe 2 meufs du cirque qu'il a découvert dans le volume précédent, et elles ajoutent genre vraiment à son groupe. Ça c'est bien dit. Voilà, donc ils sont 6 dans son équipe, ils se partagent les Dizzy. Et en plus de ça, le bœuf continue à faire un plan bizarre. Il est avec le coq, il est avec le rat, il s'en sert, il les trahit. C'est bordélique à souhait. Et malheureusement, ben, niveau personnage, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Techniquement, Ange finit son parcours, il a une équipe complète qu'on nous présente ici. Il va rendre hommage à son père qui n'aimait pas au début. Ok, fin du personnage de Ange dans ce qu'il a raconté. C'est pas grand chose, mais on prend. Et pour le reste, le buff est toujours inexistant et a des plans dans tous les sens. L'équipe est trop nombreuse et trop rapide pour avoir quoi que ce soit.
Et surtout, on découvre 12 anciens Dizzy d'un coup, qui sont même pas tous d'accord. Ça se lit bien, hein, vu qu'il y a 1 milliard de choses, mais c'est un bordel immense, avec aucun point d'accroche sur les personnages, donc le volume est moyen, assez logiquement, et se retrouve donc avec un B. Et enfin, j'ai lu le volume 15 de Space Browsers, et nous avançons encore avec un bon volume, pas dans l'exceptionnel mais bon volume aussi, centré principalement sur Ibito, son entraînement et son problème. On découvre l'ambiance de la Russie et du Roscosmos, qui est différent de la NASA, qui était déjà différent de la JAXA. Donc on découvre pas mal de sujets autour de l'alcool et de l'obligation d'en boire pour pouvoir discuter ou évoluer. Ça c'est pas vraiment un point avec lequel je suis très d'accord et très preneur. On découvre évidemment la froideur russe par son univers, par les membres qui la composent avant de t'accepter. Ça marche bien et c'est bienvenu. On découvre également Olga, qui est la fille de son entraîneur, qui est fan de lui et qui a limite un crush. Alors, je sais qu'on est face à un manga japonais, mais ils ont 10 ans d'écart, et elle a 15 ans. Ils ont 15 ans d'écart, et elle a 15 ans. Et c'est donc un petit peu dommage que ça puisse exister, que ce ne soit pas un nom, qu'ils aient un rendez-vous sans que ça emporte le nom, qu'ils lui fassent un cadeau et des promesses pour la suite. C'est assez dommage. Mais pour s'entraîner en lui-même, c'est hyper intéressant. Être face à l'échec avec un souci personnel qui n'est que en toi, c'est hyper pertinent et hyper malin de le montrer comme ça. On refuse tout parce qu'on a peur, on découvre les progrès, on découvre les abandons, on a un gros parallèle avec la carrière de danseuse de Olga, qui était la plus mauvaise, qui est actuellement extrêmement brillante, et qui a eu une phase où elle voulait abandonner. Il manque les pièces au milieu, qui vont sans doute débloquer Ibito quand il les aura. Mais pour l'instant, il s'entraîne à avancer avec tout et n'importe quel costume pour faire un pas après l'autre. Parce que, là pour le coup je suis d'accord avec la philosophie russe, c'est plus important de repartir en selle directement pour ne pas être traumatisé. C'est important d'avancer pas à pas et de fêter chaque petite victoire. C'est encore des sujets différents. Pas liés directement à l'espace, mais liés à l'humain et liés forcément à la vie globale de l'espace. Il y a forcément des moments où tu vas te faire peur, des moments où tu vas échouer, où il faut réapprendre à réussir, réapprendre à remonter à cheval, prendre du plaisir, avancer. Malheureusement, c'est coupé court parce que Ibito est découvert à la NASA et doit donc rentrer. Mais il a plein de promesses pour la suite, des soutiens supplémentaires, mais à la NASA, il est mis au placard. Voilà. Et après ce volume transition sans Muta, on nous présente lui ainsi que Kenji et sa petite famille, qui sont mignons et touchants, et qui vont se diriger vers la prochaine étape de leur parcours. Très cool de revoir Kenji, très cool de voir sa famille, très cool pour l'ambiance de la Russie. Dommage que ce soit délayé comme ça, et dommage que ça soit avec de la pédophilie. Mais un bon volume, un bon moment, ça change, ça parle pas beaucoup d'espace, mais c'est toujours pertinent avec des sujets différents. On prend bien volontiers avec encore un joli A. Et voilà qui conclut cet épisode de la lumière pop de la semaine.
l'épisode 27 de 2026. Il nous en reste 4 gros pour être à jour, puis 2 petits. On va bien voir le rythme que je vais prendre. Normalement, je vais pas être régulier sur le fait de les faire. Vous aurez votre épisode tous les 3 jours, normalement ça devrait passer. On va bien voir. Je connais pas le futur, mais il va avancer. En faisant le nom de la tête, c'est intéressant à analyser. Bref, dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. D'ailleurs, si celui-ci vous a plu, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Abonnement, pouce bleu, partage, commentaire, étoile. Vous connaissez Internet. Quant à nous, on se retrouve, je l'espère, dans 3 jours pour continuer notre rattrapage avec la semaine prochaine un film, enfin le prochain épisode, un film, une série, 3 Space Brothers et 3 sorties manga. Très bien. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à bientôt.